to Become Ordinary est un animé qui n'apprend pas à être ordinaire, mais qui montre justement comment les personnes les moins banales du monde interprètent le fait d'être ordinaire. Et ça, on nous le fait bien comprendre à travers ce contraste dans la mise en scène, entre le réalisme à outrance des décors et l'extravagance de la réalisation. Parce qu'on ne cherche pas à nous montrer la banalité du quotidien, mais la banalité du quotidien du point de vue de ces personnages excentriques. Donc, d'un aspect purement visuel, cet animé n'est pas réaliste. Mais le truc, c'est que si on se pose la question en ces termes, on passe totalement à côté de l'idée de fond. Parce que cet animé est bel et bien ultra réaliste, c'est juste que ça n'a rien à voir avec la mise en scène. Enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt que c'est plus compliqué que ça. Et pour le comprendre, il va falloir qu'on commence par répondre à une question: qu'est-ce qui rend un animé réaliste? C'est pour ça que je vais diviser la vidéo en 4 cas de figure d'animé réaliste, qu'on va analyser un par un pour en ressortir une définition. Komi-san est ce que j'appelle un animé à gimmick, et plus précisément une rom-com à gimmick, c'est-à-dire une comédie romantique classique auquel vient se greffer un élément particulier qui va différencier cet animé des autres animés du même genre. En général, cet élément s'observe dans le titre. Ici, Komi can't communicate, Komi ne peut pas communiquer. Mais donc ce qu'il faut noter est que, vu que tout l'animé est construit autour de ce gimmick, on va essayer à côté de ça de garder le reste le plus simple possible, histoire de pas trop se perdre. Donc on fait les personnages au plus simple, l'intrigue au plus simple, et bien sûr l'environnement au plus simple. Et logiquement, vous devez voir où je vous emmène, mais l'univers le plus simple à représenter et que tout le monde connaît, bah c'est l'école. Le réalisme de Komi-san et de tous les animés du genre tient donc de son environnement réaliste, car c'est un endroit que tout le monde connaît et qui peut facilement être rattaché à la réalité, mais surtout c'est un décor qui permet aux jeunes japonais de se mettre à la place des personnages. Bref, on tient notre premier élément de définition d'un animé réaliste, un animé qui se passe dans notre monde. Mais il va falloir qu'on précise un peu, parce qu'il y a un point qui fait que les rom-com à gimmick ne peuvent absolument pas être considérés comme des animés réalistes, et c'est les personnages. Car la condition inhérente au fait d'avoir un gimmick est le fait que au moins l'un de tes personnages ne va pas agir comme une personne normale, car il doit respecter ce gimmick. Donc non, ton voisin de classe ne sera jamais secrètement un auteur de manga shoujo. Non, personne ne tombe amoureux de la bougresse qui le harcèle. Si jamais quelqu'un fait exprès de parler une langue que tu ne comprends pas en face de toi, c'est pas de l'amour, c'est des insultes. Et enfin, non, personne n'a à la fois la popularité et l'anxiété sociale de Komi. Mais après, le truc c'est que c'est juste pas le principe que ce soit réaliste. Je veux dire, le lycée dans lequel se passe Komi-san est littéralement la réunion nationale des fous du bus. Big up à ce gars qui s'habille en ninja tous les matins pour venir en cours. Sauf que, vu que le but c'est juste que ce soit marrant, bah c'est pas grave. Enfin bref, premier cas de figure, environnement réaliste, personnage pas réaliste. Maintenant, intéressons-nous au cas contraire. Bon, je vais pas vous mentir que les animés où tout est réaliste sauf l'environnement, ça court pas les rues. Parce que la crédibilité d'un univers passe en grande partie dans la manière dont les personnages interagissent avec cet univers. Mais sauf que la manière dont ils interagissent avec leur univers n'est pas la même que celle avec laquelle un personnage de notre monde le ferait. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde de Hunter x Hunter, c'est logique de voir Gon partir à l'aventure tout seul pour suivre les traces de son père, car c'est juste comme ça que marche la mentalité des personnages de cet univers. Mais si jamais tu mets n'importe quel bouc de 12 ans de notre monde dans la même situation, je te jure que jamais de la vie il sort de sa chambre avec des trucs comme ça qui rôdent. Ainsi, là est la différence entre cohérence et réalisme. Mais nous, on est à la recherche de réalisme. Alors ce qu'il nous faut, c'est un animé où l'univers aurait au moins une grosse différence par rapport au nôtre, mais où les personnages réagiraient exactement comme des gens de notre monde, sans pour autant rompre la crédibilité de l'univers. Oui, je sais, c'est des critères très précis, mais il y a bien un animé qui répond à la lettre, Grimgar. Le réalisme, c'est vraiment la caractéristique qui ressort quand tu penses à Grimgar. Je veux dire, tu feras difficilement plus réaliste en termes de isekai qu'un groupe de mecs de 14 ans qui se situe à l'idée de se battre contre un mini-adulte sous stéroïdes armé d'un couteau. Mais d'un autre côté, le réalisme c'est aussi l'unique caractéristique de l'animé et la seule raison pour laquelle il y a encore des gens sur Terre qui s'en souviennent. Mais après en soi, c'est une bonne raison, car c'est plutôt rafraîchissant si tu compares ça à tous les animés aux héros overpowered qui sortent de nos jours. Parce que je veux dire, c'est bien beau de voir Kirito numéro 5 massacrer des démons comme si de rien n'était et acheter des esclaves waifu qui tombe tout amoureuse de lui, au passage sans jamais se poser la question de tiens, si l'esclavage prolifère en plein air dans ce monde, c'est peut-être qu'il y a un problème systémique dans la société actuelle et que le fait de soutenir une monarchie absolue parce que je veux me taper la princesse n'est pas une si bonne idée que ça sur un plan moral. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça manque un peu trop d'adversité, non? Bref, dans tout ça, le réalisme de Grimgar est donc un vent d'air frais, et voir 6 pecnos galérer à battre un gobelin comme si c'était un boss de Elden Ring, c'est honnêtement l'un des meilleurs trucs qui soit arrivé au isekai ces dernières années.
Attends, putain, quoi, Grimgar a dit... Donc, deuxième élément de définition, un animé avec des personnages qui agissent de manière réaliste par les interactions qu'ils ont, que ce soit avec d'autres personnages ou avec leur environnement. Ce qui nous amène donc très naturellement à nous poser la question suivante, qu'est-ce qui se passerait si on mélangeait les deux éléments de définition précédents et qu'on faisait un animé avec des personnages réalistes et un environnement réaliste? Voyons ça dans une troisième partie. Si on me demandait de ne citer qu'un exemple de ce type d'animé, je pense que je partirais sur Oregairu. Bon, en vrai c'est sûrement pas du tout la meilleure réponse, mais Oregairu est le premier animé qui m'a fait me dire « Wow, putain, cette situation serait plutôt crédible dans la vraie vie. » Parce que la particularité de cet animé est qu'il a ce petit truc en plus qui rend l'action très réaliste, dans le fait que, justement, il n'a pas de petits trucs en plus. T'as pas de grands dramas qui se passent, t'as personne qui meurt ou de trucs du genre, t'as même pas vraiment de personnages plus excentriques que ça, c'est juste des lycéens qui vivent des vies de lycéens et qui ont des problèmes de lycéens. Mais ça reste intéressant parce que t'as toute une attention portée sur les détails de la personnalité des personnages qui sont complexes comme le seraient des gens normaux. Et c'est cet aspect très terre-à-terre, largement porté par le fait qu'Hachiman ne soit pas secrètement un héros grand cœur qui conquit l'amour de toutes les demoiselles qu'il sauve, qui fait que Oregairu semble très réaliste. Alors bien sûr vient s'ajouter à ça la représentation de la peur des autres ou du fait de se blâmer soi-même que tous les analystes animés sur YouTube vont bien faire attention de vous mettre en avant comme des critiques de notre société moderne. Mais c'est pas ça qui va te faire te dire sur l'instant « Waouh, je m'identifie de fou à cette réflexion sur la société, moi-même n'étant qu'un pion dans un ensemble de mécanismes qui font des hommes des victimes de leurs propres pensées dérogatoires. » Alors que les émotions sincères de chaque personnage, ça te marque sur l'instant. Et ça te donne l'impression d'avoir de vraies interactions sociales qui se déroulent en face de toi. Un exemple beaucoup plus récent de ce genre d'animé réaliste serait Skip to Loafer, et notamment le personnage d'Egashira, qui est un peu une connasse, on va pas se mentir, mais pas dans le mauvais sens du terme. Alors oui, ça n'a aucun sens de dire que quelqu'un est une connasse dans le bon sens du terme, parce que par définition c'est pas bien d'être une connasse, mais c'est juste que c'est plus compliqué que ça. Je vous explique. En gros, la fille fait partie d'un groupe de filles où elles sont 4. Elle, Mitsumi qui est une fille un peu excentrique mais super sociale, Yuzuki qui est une fille trop belle mais qui refuse de traîner avec les gens populaires parce qu'ils sont relous, et Makoto qui est une nerd. Sauf que le problème dans l'histoire c'est qu'elle n'a honnêtement rien à faire dans leur groupe. Elle soigne son apparence, elle fait attention à ce qu'elle dit et avec qui elle parle, elle rêve d'être populaire, bref, tout l'inverse des 3 autres filles. D'ailleurs, à la base, elle était devenue pote avec Mitsumi seulement pour se rapprocher du beau gosse qui était pote avec Mitsumi, Sosuke. Ce qui fait qu'au final, Egashira s'entend plutôt mal avec les 3 autres filles. Elle leur fait pas savoir en face, mais dans sa tête, c'est le festival des remarques de pétasse. Elle est jalouse de sa pote sur qui tous les garçons crush, elle se demande régulièrement comment le BG peut préférer Mitsumi à elle alors qu'elle est plus belle et moins bizarre, et honnêtement, j'ai même pas le souvenir qu'elle ait eu une vraie conversation avec la nerd. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une connasse. Sauf que là où c'est super bien écrit et qu'on se rend compte qu'on n'a pas à faire un animé de blaireau, c'est que son comportement nous est pas vendu comme de la méchanceté, mais comme de la faiblesse. Car Egashira n'est pas méchante pour être méchante, elle a juste un giga complexe d'infériorité. Et d'ailleurs, ça se voit dans le fait qu'elle va jamais leur dire toutes les méchancetés qu'elle pense, mais qu'elle va se contenter de les penser justement. C'est simplement une lycéenne normale qui a des insécurités de lycéenne normale, qui peuvent la faire passer pour une connasse quand elles sont révélées au grand jour, mais honnêtement, vous allez pas me faire croire que ça vous est jamais arrivé de penser que quelqu'un est plus moche ou plus con que vous, ou d'être jaloux que quelqu'un de moins compétent ait réussi là où vous ayez échoué. Et c'est dans ça, juste là, que sont formés les animés les plus réalistes. Dans ce genre de petites nuances, ce genre de moments où les pensées des personnages se révèlent être plus compliquées que ce qu'on aurait pu penser à la base. Car s'il y a bien une caractéristique de l'être humain, c'est qu'il est plein de contradictions, et qu'il peut dans une seule pensée se dire une chose et son exact opposé. Donc si on ajoute cet élément à notre définition, je crois bien qu'on peut dire que Skip to Loafer est probablement l'animé le plus réaliste du monde. Mais dire ça, ce serait oublier une grosse caractéristique du réalisme. Les mathématiques. Non, parce qu'il y a une vraie question de pure probabilité qui rentre dans l'histoire. Et que ce soit avoir les 3 filles populaires qui se battent pour le cœur du rebut social de la classe, ou avoir un ancien enfant acteur qui tombe amoureux de la fille un peu bizarre, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ce qui fait que, d'un point de vue purement mathématique, du fait que les probabilités ne sont juste pas du tout de leur côté, ces animés sont au final assez peu réalistes. Même s'il y a tout ce qu'on a dit avant sur la complexité de l'être humain, tout ça. C'est pour ça qu'il va nous manquer un élément à notre définition pour qu'elle puisse marcher. Et c'est donc maintenant qu'on va enfin pouvoir parler de How to Become Ordinary. How to Become Ordinary,
ou Shoshimin de son titre original, est un animé adapté de la série de romans du même nom écrite par Onobu Yonezawa et publié à partir de 2004. Onobu Yonezawa, qui est un auteur dont l'œuvre précédente, Kotenbu Series, avait connu un grand succès, au point d'être adapté en animé en 2012 sous un titre que vous connaissez peut-être mieux, Yuka. Et c'est important que je fasse un point sur les ressemblances entre Yuka et Shoshimin avant de vous parler de leurs particularités, tellement le premier a servi de modèle au deuxième. Car si on exclut le fait que les deux animés ont pour thème mystère, se passent dans une école et mettent en scène un duo de personnages principaux ayant une certaine tension amoureuse entre eux, c'est surtout leur manière d'aborder le réalisme qui les rend très similaires. Dans Yuka comme dans Shoshimin, le réalisme est avant tout un réalisme d'environnement. Déjà par tout un travail sur la lumière qui permet de vraiment faire comprendre le contexte exact dans lequel se passe l'action, mais aussi et surtout par un travail sur les décors. Travail d'autant plus impressionnant qu'il s'agit dans les deux cas, pas seulement de décors réalistes, mais de vraies reproductions photographiques de lieux réels au Japon. Si vous voulez un peu plus de détails, Yuka se passe dans la ville de Takayama et Shoshimin dans celle de Gifu. Je veux dire, le bail a quand même été si loin que même les intérieurs sont des copies des intérieurs réels. Vous savez quoi? Je vais vous mettre 2 sites dans la description pour que vous puissiez regarder par vous-même, mais c'est vraiment un niveau de détail incroyable. Mais, je le disais à l'instant, il y a de grosses différences entre les deux animés, et l'une d'entre elles est notamment la manière dont ce réalisme des décors est utilisé d'un point de vue narratif. Dans Yuka, le réalisme de l'environnement n'a aucune autre fonction qu'esthétique, c'est un simple parti pris technique sans aucune fonction narrative. Alors que dans Shoshimin, c'est tout l'inverse. Parce que si les décors sont parfaitement réalistes, c'est justement pour créer un contraste qui permet de bien exprimer la normalité des personnages. Ok, pour le comprendre, je vais vous montrer 2 scènes de Shoshimin qui expriment 2 réalités différentes. Il n'y a aucun spoiler majeur, vous en faites pas. La première scène que je veux vous montrer est cette scène de l'épisode 1 de la saison 2. On y voit le personnage de Urino qui enquête sur un incendie mystérieux avec un pote du lycée. On a alors un contexte normal, des personnages ordinaires et par extension, on a affaire à une réalisation simple composée de plans larges et de champ contre champ. Ce qu'on nous vend, c'est donc des lycéens regardant une scène d'incendie et ce qu'on nous montre, c'est aussi des lycéens regardant une scène d'incendie. Maintenant, prenons cette scène de l'épisode 3 de la saison 1. Cette fois-ci, c'est plus Urino qu'on suit, mais Ozanai et Kobato. Et eux aussi sont en train d'enquêter sur quelque chose, le vol du vélo d'Ozanai. On a donc un contexte similaire, à la seule différence que Ozanai et Kobato, eux, ne sont pas des lycéens ordinaires. Et c'est exactement au moment où l'on se rend compte que la mise en scène change drastiquement. D'un côté, on a Kobato, qui est une sorte de super détective égotique qui se met dans la peau des coupables sur qui il enquête. Alors pour bien faire comprendre cela, la mise en scène va le mettre très littéralement à la place du voleur de vélo, en lui faisant reproduire la scène. Il est le seul personnage de sa petite illusion qu'il vend comme une réalité absolue, alors que ce n'est que sa propre hypothèse. Puis de l'autre côté, on a Ozanai, qui elle est une sorte de sociopathe obsessive aux idées fixes. Et à nouveau, la mise en scène le met en avant par un effet de style drastique. Elle perd son calme après avoir retrouvé son vélo cassé, le monde autour d'eux se colore de rouge. Ce qu'il faut bien comprendre au travers de ces 2 scènes donc est la nuance que l'animé fait entre la banalité du quotidien et la banalité du quotidien du point de vue de ces personnages excentriques, comme si la vision de la réalité changeait d'après leur prisme. Ils sont en colère, l'ambiance devient oppressante, ils se perdent dans leurs pensées, l'environnement se plie à leur mood, etc. Et c'est d'autant mieux pensé qu'ils ont chacun leur monde intérieur qui colle à leur façon unique d'être excentrique. Car si Kobato se crée son propre palais mental où il est le seul à vivre, Ozanai, elle, force Kobato à rentrer dans le sien. Je tiens d'ailleurs à noter le détail de la réalisation, car avant que les choses dégénèrent, Kobato est tout le temps représenté d'assez près. Mais juste avant qu'Ozanai pète un câble, il devient soudainement tout petit, comme si son ego de grand détective et de personnage principal n'était rien face à la colère de la toute petite meuf devant lui prête à éclater. Et là, normalement, j'aurais voulu vous parler d'une 3e scène de l'animé, mais ça va faire un peu too much, alors je me la réserve pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, ce qu'on peut noter est que même si l'animé jongle donc parfaitement entre réalisme et excentrisme, on en revient au final à ce que je disais au début de la vidéo. Ce n'est visuellement pas réaliste du tout. Et pourtant, j'insiste pour dire que Shoshimin est l'animé le plus réaliste que j'ai jamais vu. C'est pour ça que je vais devoir vous montrer une dernière scène. Vous inquiétez pas, cette fois-ci ce sera très court, il y aura tout ce que vous aurez besoin de savoir dans ce petit segment. Vous êtes prêts? Attention, clignez pas des yeux. Voilà. Vous avez compris où je voulais en venir? Non, parce que cette scène, c'est probablement la scène la plus réaliste que j'ai jamais vue dans un animé, et ça n'a rien à voir avec l'environnement ou avec la manière dont les personnages interagissent entre eux. Attendez, je vous la remets histoire que vous ayez bien en tête l'action. Oui, il s'agit bien d'une personne qui marche doucement pour essayer de ne pas renverser de chocolat hors de la tasse. Et ça, juste là,
je trouve que c'est le truc le plus génial de tout l'animé. Je veux dire, on parle pas de jeu de lumière qui raconte une histoire à lui seul ou de palais mental de personnages. On parle juste d'un connard qui a trop rempli ses tasses de lait au chocolat et qui est maintenant obligé d'aller à 2 à l'heure pour pas en renverser. On parle d'une scène qui ne sert absolument à rien et qui pourrait être coupée sans que ça ne change rien à la cohérence de l'action. Et pourtant, je trouve que ça, c'est la meilleure scène de tout l'animé. Car ce genre de détails à la con qui peuvent paraître inutiles sont tout ce qui fait la subtilité de Shoshimin. Des détails qui auraient aussi bien pu être totalement enlevés que personne n'aurait jamais fait la différence. Combien de personnes à votre avis ont notifié le bruit de moto dans le fond à la fin de l'épisode 2 de la saison 2 par exemple? Maintenant la vraie question est combien de personnes l'ont remarqué inconsciemment? Car c'est justement la discrétion de ce genre de détails qu'en fait du génie. Parce que t'auras beau me montrer les émotions les plus humaines du monde et me mettre face aux décors les plus réels possibles, rien ne provoquera jamais autant mon sentiment d'identification à un personnage que les petits détails de la vie, comme avoir trop rempli sa tasse de lait au chocolat et d'essayer de ne pas renverser par exemple. Mais vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que Shoshimin, c'est pas si incroyable que ça au final. Parce que je veux dire, c'est pas suffisant d'être ultra réaliste si ton histoire suit pas à côté. A l'inverse, si tu commences à privilégier le fait de raconter une histoire réaliste plutôt qu'une histoire intéressante, personne n'en aura rien à foutre du fait que t'as mis un bruit de voiture dans le fond. D'ailleurs, ça se voit dans Shoshimin au fait que dès que tu sentais que les épisodes avaient un peu moins de budget, big up les animations de course toutes pourries de l'épisode 8, et bah ça devenait soudainement vachement moins bien. Et pour le coup, moi je suis plutôt un défenseur de la série, mais force est de constater que les avis qui ressortent dessus sont globalement c'est Yuka en moins bien.